Donc la science, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Pour moi, ça désigne avant tout une méthode, une approche, donc la méthode scientifique, c'est-à-dire une méthode pour interroger le monde, pour poser des questions et pour obtenir des réponses fiables. Cette méthode, elle consiste à observer, à émettre des hypothèses sur des mécanismes, sur des causes, et puis à dériver des prédictions de ces hypothèses, des prédictions testables, observables, et ensuite à faire les observations ou les expérimentations qui permettent de tester ces prédictions. Et une fois qu'on a les résultats, eh bien, on est conduit à tirer des conclusions sur ces hypothèses. Soit on les rejette parce que les prédictions n'ont pas été vérifiées, soit on les accepte, soit on peut être conduit à les modifier. Et du coup, on réitère et on modifie les hypothèses ou on formule des nouvelles hypothèses pour essayer d'affiner toujours un peu plus notre compréhension du monde. Et puis, quand on a une belle collection d'hypothèses qui ont été vérifiées, on peut commencer à appeler ça un modèle ou une théorie scientifique. Alors, c'est vrai que, bon, moi je suis historien des sciences, donc j'ai tendance à regarder la manière dont on a défini depuis très longtemps les sciences. Voilà, sous l'Antiquité, quand les choses commencent, on a essayé de caractériser de manière très spécifique ce mode de connaissance. En particulier en le définissant comme un mode de connaissance rationnel fondé sur la recherche de causes universelles. Et donc on a essayé de regarder comment la nature présentait des régularités dans ces phénomènes, etc. Et donc ce qui intéressait les sciences à ce moment-là, c'était vraiment l'étude de ces régularités. Et puis eh bien, il y avait d'autres modes de connaissance qui, au contraire, qui avaient leur légitimité, mais qui ne pouvaient pas accéder à ce niveau de généralité. À partir de la révolution scientifique, donc à partir du XVIe, XVIIe siècle, on a essayé vraiment de mettre l'accent sur les démarches physico-mathématiques. Donc là, c'est vraiment la généralisation des mathématiques qui va être un peu le cœur de l'entreprise scientifique, de la révolution scientifique et des révolutions scientifiques, puisqu'il y en a une au 19e, au 20e siècle, etc. Et donc les mathématiques, la physique vont devenir très importantes, ce qui fait qu'on a un peu minoré la place, par exemple, des sciences naturelles dans ce dispositif. Donc aujourd'hui, on est dans une vision beaucoup plus inclusive, dans lequel le centre de gravité est certes encore la physique, les mathématiques, mais dans lequel d'autres démarches scientifiques ont été intégrées. Et donc, quand on dit les sciences se caractérisent par une méthode, bon, le singulier est un peu faux parce qu'il y a des méthodes, il y a des démarches scientifiques qui sont tout à fait valides et qui caractérisent la démarche scientifique. Alors l'esprit critique, c'est une attitude qui vise à essayer d'évaluer les informations qu'on reçoit. Donc bien sûr, ça s'applique en science, c'est un peu le pain quotidien du chercheur que d'exercer son esprit critique sur les résultats obtenus par ses collègues, mais aussi les résultats obtenus par lui-même. Mais l'esprit critique, ça a une application bien plus vaste que pour les informations scientifiques. Ça peut s'appliquer à toutes les informations qu'on reçoit, par exemple dans les médias. Et donc ça consiste à essayer d'évaluer la qualité de l'information en fonction de la qualité de la source, en fonction de la qualité des arguments, parce que finalement, on ne peut pas tout vérifier soi-même, on n'est pas expert de tout. Pour beaucoup de choses qu'on va être amené à croire, à admettre, on est un petit peu obligé de faire confiance à certaines sources qui nous disent des choses. Et du coup se pose la question, mais à qui est-ce que je dois faire confiance? Quel message est digne de confiance? Donc finalement l'esprit critique, selon les définitions de certains de mes collègues qui sont experts sur le sujet, c'est une capacité à calibrer finalement sa confiance en certaines sources d'informations et en certains messages, voilà, en fonction de certains critères concernant la qualité des sources, la nature des messages. Quant à l'esprit critique, alors ce qui m'intéresse, c'est justement cet esprit critique, il est revendiqué à partir du XVIIIe siècle comme vraiment le modèle du citoyen émancipé, autonome, faisant un usage raisonné des choses. Donc cet esprit critique, c'est d'abord à la fois
une pratique, hein, la critique des autorités, la critique des textes, etc. Après, évidemment, aujourd'hui, il a pris une tournure un peu radicale, qui fait qu'il est souvent associé au scepticisme, et donc on voit un esprit critique qui se retourne contre l'esprit scientifique parfois. L'esprit critique est très présent dans un grand nombre de programmes et pas seulement en sciences. Donc c'est particulièrement intéressant de l'observer. Et l'esprit scientifique n'apparaît pas dans les programmes. En revanche, la démarche scientifique apparaît, qui est finalement une façon de confronter les élèves au réel, au regard de la pratique d'activités expérimentales qui permettent justement de déconstruire des représentations, d'émettre des hypothèses et de les vérifier par l'expérience ou de les invalider de manière à construire finalement des éléments de connaissance en confrontant une petite activité expérimentale au regard de ce qui a pu être établi par une communauté scientifique. Concernant l'esprit critique, en vérité, la seule mesure de l'esprit critique des gens, c'est un vrai sujet de recherche. On n'a pas forcément d'outils de mesure bien validés, donc on ne peut pas dire qu'on ait des données sur plusieurs décennies qui permettent de voir s'il y a des tendances dans l'évolution de l'esprit critique des gens. Donc les gens qui affirment que ça baisse ou que ça monte ou pas, je ne sais pas sur quelles données ils se basent. Pour moi, il n'y a pas de données là-dessus. Quand on y réfléchit un petit peu et qu'on pense à ce que les gens croyaient il y a 1 siècle, ou il y a 5 siècles, ou il y a 2000 ans, moi l'impression que ça me donne, c'est que l'esprit critique n'a pas diminué en vérité. Il y a à peine 1 siècle, en France, la très grande majorité des gens pensaient que un homme mort avait ressuscité, qu'une femme vierge avait eu un enfant et ça posait de problème à personne. Aujourd'hui, la plupart des Français n'y croient plus, en tout cas pas de manière littérale. Je vois ça plutôt comme un progrès de l'esprit critique en vérité. Mais bon, voilà, sans outil de mesure, c'est difficile d'être très affirmatif. C'est pareil si on pense aux croyances médicales, hein, les gens avaient beaucoup de croyances magiques de manière générale, ils en ont de moins en moins, donc c'est quand même plutôt positif pour l'esprit critique, je trouve. Sur ce qui est des connaissances et des compétences scientifiques, là, on a un petit peu plus de données sur des tests de performance scolaire, hein, tout simplement. En mathématiques, il y a clairement des données nationales et internationales qui montrent que le niveau a tendance à baisser depuis quelques décennies. C'est un phénomène complexe que je ne vais pas me risquer à expliquer. En tout cas, quelles que soient les tendances avérées sur les connaissances et compétences scientifiques, on peut certainement considérer qu'elles ne sont pas encore suffisamment acquises par la majorité de la population. On aimerait que la quasi-totalité des Français soient beaucoup plus familiers avec la démarche scientifique, comprennent comment la connaissance s'acquiert, se construit et soient plus capables de guider finalement leur vie, de prendre leurs décisions, de voter pour des politiques en fonction de connaissances scientifiques avérées plutôt qu'en fonction de croyances, d'idéologies, etc. Clairement, pour moi, il y a un constat qu'il faut encore faire mieux dans l'enseignement des sciences, dans l'enseignement de la démarche scientifique et aussi certainement dans l'éducation à l'esprit critique. Alors, il est vrai que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, que les résultats sur les évaluations nationales de type CEDRE ne montrent pas une évolution positive telle qu'on la voudrait, que les résultats aux évaluations internationales, TIMSS, PISA, témoignent aussi d'une école qui est socialement encore discriminante. Mais il faut souligner quand même que si l'on regarde les résultats de PISA pour les élèves à l'heure, c'est-à-dire les élèves de 15 ans qui sont en seconde générale et technologique, la France est au même résultat que l'Estonie ou la Corée du Sud. Donc essayons de lire les résultats scientifiques des évaluations nationales et notamment internationales avec beaucoup de finesse et soyons positifs sur la capacité de l'école française à rectifier les choses. Elles sont en train d'évoluer positivement, par exemple sur les résultats en mathématiques.
Alors on a beaucoup de personnes qui se mobilisent au chevet de l'enseignement des sciences avec une offre de concours scientifiques, le déploiement d'ateliers scientifiques, beaucoup de partenaires de l'enseignement des sciences qui existent, Apferles Aventuriers, mais aussi La Main à la Pâte, aussi Sciences à l'école, la Fondation C'est Génial. On voit que ce sont des espaces d'expression des élèves complémentaires à ce qui se passe au cœur de la classe et dans la grille horaire, qui sont très intéressants en termes de développement d'appétence et pour les professeurs en termes d'observation du fonctionnement de l'élève autrement. Donc ce sont des espaces de liberté aussi pour les professeurs qu'il faut continuer à faire perdurer. Donc merci à l'ensemble de ces partenaires de l'école. Il y a aussi les partenaires hors l'école qui offrent des dispositifs d'activités scientifiques et qu'il faut accompagner de manière à créer cette porosité entre l'école et les acteurs, notamment de l'éducation populaire. Il y a aussi un fort enjeu, me semble-t-il, à ce que l'ensemble de la société se mobilise, de manière à ce que la science soit plus présente dans les médias et dans une approche positive. On a Top Chef, je rêve d'un Top Science à la télé. On a aussi besoin peut-être d'un renforcement, il arrive me semble-t-il, mais d'un renforcement de la place de l'approche scientifique dans les grandes institutions qui fabriquent nos décideurs, Sciences Po, l'INSP, HEC. Et ça, c'est une perspective qui pourrait être, me semble-t-il, très intéressante et qui permettrait, pour reboucler avec le début, d'installer davantage un esprit scientifique beaucoup plus partagé chez le citoyen et chez ceux d'entre eux qui seront décideurs politiques. Une des manières de répondre à la crise, qui est évidemment très très forte, donc le diagnostic qui pèse sur un déficit de culture scientifique à l'école primaire qui serait associé à un déficit de culture critique ou de pratiques critiques véhiculées par les réseaux sociaux, etc., a conduit un certain nombre d'intervenants, d'acteurs de l'enseignement primaire et secondaire à vouloir chercher des solutions du côté d'un enseignement de l'esprit critique ou de la pensée critique qui procéderait par acquisition de compétences, par exemple compétences critiques. Et ça, c'est un programme qui vient de l'Amérique du Nord, en particulier des États-Unis, du Canada, qui s'est développé à partir des années 80-90 et qui s'appelle le Critical Thinking. Et en fait, depuis une dizaine d'années, on a tout un ensemble de critiques, de débats qui sont fait retour sur ce programme, en signalant qu'il manifeste d'abord une vision très appauvrie de ce que c'est que la démarche critique, qu'elle laisse la place souvent à des biais idéologiques, qu'elle est parfois liée à une forme d'arbitraire et qu'elle est souvent discriminante. Donc toutes ces critiques me semblent très importantes à introduire dans la réflexion menée à l'heure actuelle sur ces enseignements de l'esprit critique, voilà, menés soit dans le cadre associatif ou dans le cadre des écoles. Voilà, c'est un retour d'expérience qui me semble important à ajouter. Une des solutions, ça pourrait être aujourd'hui, si on veut vraiment réarticuler esprit scientifique et esprit critique de manière positive, eh ben, c'est peut-être de refonder un programme des Nouvelles Lumières. Les Lumières, elles sont fondées sur un programme éducatif, de replacer les savoirs et les sciences au cœur en fait de la société, avec cette idée que les sciences, c'est pas des sciences réservées, c'est pas des sciences secrètes, comme dans l'ancien temps où elles étaient réservées à des élites, des grands professeurs, etc. Ce sont des sciences publiques, donc il faut retrouver cet esprit qui était un peu l'esprit des années 80 avec l'idée de culture scientifique, l'esprit des années 90 et des années 2000 avec l'idée de sciences citoyennes. Il faut redorer le blason des sciences participatives, de la participation, plutôt que d'immédiatement sombrer, à mon avis, dans la défiance et dans la critique des sciences radicales.
La question de la formation initiale et continue des enseignants est évidemment cruciale sur ce sujet, mais comme sur d'autres, ça n'est pas spécifique à l'enseignement des sciences, mais c'est une partie très importante parce qu'on constate qu'une grande partie des professeurs des écoles ne sont pas de formation initiale scientifique. Donc définir une nouvelle offre en France d'une formation initiale des enseignants, notamment des professeurs des écoles qui commencerait juste après le bac, qui s'étalerait sur 5 années, de manière à consolider vraiment les acquis en termes de connaissances et de savoir sur l'ensemble des 10 champs disciplinaires qu'un professeur des écoles a à enseigner, et en même temps de les armer sur les premiers éléments de didactique et de pédagogie, ferait grandement progresser la France. Donc nous avons besoin effectivement de cette nouvelle offre de formation initiale. L'expérimentation des parcours préparatoires aux professeurs des écoles a montré que c'était tout à fait possible, qu'on avait un vivier de professeurs des écoles qui pouvaient s'engager dès la sortie du baccalauréat sur ce métier. Et effectivement, je crois beaucoup dans une perspective dont la décision ne me revient pas.